Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e numéro de La Perme, votre journal politique du confinement, qui a pour but non pas seulement d'informer, mais d'aborder politiquement la période exceptionnelle que nous sommes en train de vivre et de dégager des pistes de lutte pour maintenant et après. Alors, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo, mais aussi à la liker, à vous abonner à la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, comme toujours, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, et comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités. Je ferai remonter ces questions en seconde partie d'émission. Donc, n'hésitez pas, pour cela, rien de plus simple, vous posez vos questions dans la section commentaires de ce live. Alors, pour ce 17e numéro, on va parler de la crise sanitaire en Belgique en nous demandant si c'est pire en Belgique qu'en France. Pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir tout d'abord Véronique Klett-Kakupa. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors tu es chercheuse en sociologie à l'Université libre de Bruxelles et tu es aussi activiste autour des questions noires. J'ai aussi le plaisir de recevoir Nordine Saidi. Bonjour Nordine. Salam alaikum, bonjour. Alors toi, tu es militant antiraciste et décolonial et tu es membre, comme on peut le voir, des Bruxelles Panthères. Tout à fait. J'ai aussi le plaisir de recevoir Khadija Senadji. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es militante antiraciste et décoloniale et tu es spécialiste aussi des politiques d'emploi en région de Bruxelles-Capitale. Et enfin, Martin van der Helst. Je ne sais pas si je le dis bien. Martin, bonjour. Bonjour. Bonjour, je ne me suis pas trompé sur la prononciation. Non, c'était bien. Alors toi, tu es chercheur au laboratoire d'anthropologie prospective, donc à l'université de Louvain. Alors pour commencer, comme d'habitude, avant d'entrer vraiment dans le débat, dans notre sujet, on va prendre nos nouvelles. Donc je voulais savoir comment ça se passait pour vous, le confinement, si ce n'était pas trop difficile, et surtout pour ceux qui font le jeûne, comment ça se passe en cette période de Ramadan. On va commencer par toi, Khadija. Moi, ça se passe relativement. Voilà, je fais partie des travailleurs confinés, donc je suis pas mal occupée chez moi à la maison. Maintenant, c'est vrai que c'est une période un peu particulière et inédite avec le fait de vivre ce jeûne en confinement. Donc voilà, on essaie de s'adapter comme on peut, avec les difficultés et les manques que ça suscite. Et à cet égard, j'aurais une petite pensée un peu affectueuse pour nos aînés, nos parents, qui peuvent avoir encore un peu plus de difficultés à être privés de leurs enfants, de leur famille, durant cette période de Ramadan. Véronique ? Alors, moi, je suis dans une situation assez privilégiée, je dois dire. Tout est relatif, mais donc je suis en train de finaliser une thèse de doctorat sur le chômage, donc voilà, c'est relatif, il faut que ça traîne pas trop, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps comme je le veux, et voilà, bon, il y a la gestion de la vie familiale et la vie de travail, mais la gestion un peu flexible du temps de travail permet de suivre l'actualité par rapport à ce qui se passe dans cette période de pandémie. Et donc de rebondir un peu sur les préoccupations que les médias mainstream font passer à la trappe, quoi, notamment sur les questions racistes, de discrimination, les questions noires. Et je crois que si on n'avait pas ce loisir, on serait dans des grandes frustrations politiques. Voilà, donc ça c'est un petit peu la situation actuelle. Après, voilà, c'est comme toutes les diasporas, il y a le souci pour l'ici présent et puis le souci pour la situation là-bas. Et donc, on sent sa condition diasporique dans ce contexte actuel. Et je dirais aussi par rapport à cette manifestation du souci de l'Occident pour la vie, des causes par rapport à la mort, quand on sait le nombre de morts qui sont laissés sans explication dans l'histoire passée et présente au Congo, au Rwanda, au Burundi et dans d'autres parties du monde, il y a comme une ironie qu'on se prend un peu dans la figure. Et voilà. On va revenir sur tout ça durant l'émission. Martin ? Oui, moi, je suis pareil, donc je bénéficie d'une bourse FNRS, donc j'ai cette chance d'avoir une sorte de revenu de pandémie.
en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte avec des camarades, chercheurs, sociologues et autres, de l'ensemble des problèmes en cascade que posait et que radicalisait cette crise du coronavirus. Et donc, on s'est rapidement mis à l'enquête, à essayer de faire remonter un maximum de doléances, de problèmes. Voilà, donc avec David Jamar, Elsa Roland et pas mal d'autres amis et complices, on a documenté ça sur un site Facebook et sur le site de Mediapart. C'est une enquête en cours. Voilà, on a vite compris qu'on n'aurait pas le temps d'écrire des journaux de confinement. Et pour terminer, Nordine? Tout va, alhamdoulilah, comme on dit, relativement bien. Les 15 premiers jours, ça a été vraiment très spécial, mais je crois pour tout le monde. On ne savait pas trop. Pour moi, c'était très, très spécial. Très honnêtement, je me suis dit, quand le confinement a commencé, ben, super, je vais pouvoir dévorer la bibliothèque. Mais paradoxalement, j'ai impossible de lire et de se concentrer pendant 15 jours, 3 semaines. Et au niveau boulot, le boulot a tout à fait changé parce que je travaille dans une maison de jeunes, maison de quartier. Le public ne s'y rend pas, donc on a dû être un peu plus trouver de nouvelles méthodes de travailler, de garder un contact avec les jeunes et les familles. Ben, avec le temps, tout ça, on s'adapte, tout va bien, alhamdoulilah. Après un mois, on a trouvé un rythme. Je disais que j'ai eu dur à lire et à me concentrer pendant les 15 premiers jours, mais justement avec le travail de David, d'Elsa, que Véro a participé, que Khadija également a participé, de penser le Covid de manière collective, ça m'a bien aidé aussi à reprendre pied, quoi. Nordine, là je te tiens. Alors, avant de rentrer vraiment dans le débat, on voulait aussi que tu nous fasses un petit point, parce que c'est un dossier que tu as beaucoup suivi, sur Ali Arras, qui a été libéré il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Ali Arras, merci d'y penser, Wissam. C'est très, très particulier. Les gens qui ont lutté pendant 12 ans pour la libération d'Ali Arras, je pense qu'on a imaginé tous les scénarios possibles et imaginables. Mais on n'avait jamais imaginé que Ali serait libre, mais ne puisse pas quitter le Maroc. Donc Ali est dans une situation encore très particulière. C'est que Ali est libre, alhamdoulilah. Il est auprès de personnes qui l'accueillent le temps qu'il faut, mais Ali doit quitter le Maroc. Ali, ça fait 12 ans qu'il est au Maroc, qu'il est en prison. Il n'a plus vu sa fille, il n'a plus vu son épouse, il n'a plus vu son papa. Et donc, il faudrait que Ali puisse le plus rapidement possible quitter le Maroc pour rejoindre ses proches. Dans un premier temps, on pensait que ça irait assez vite, mais on voit que la situation a duré. Des initiatives ont été prises avec l'Espagne pour voir si Ali ne pouvait pas rentrer par Melilla, puisque c'est une frontière commune avec Nador. Le gouvernement espagnol a fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'exception et qu'en plus Ali n'est pas espagnol. Et donc, tout fait qu'on se retourne vers les autorités belges qui pendant 12 ans ou pendant 30 ans n'ont jamais considéré les Belgo-Marocains comme des citoyens à part entière. Voilà. Nordine, avant d'aller sur ça, est-ce que tu peux nous faire un rappel aussi pourquoi lui, en tant que Belge, il était enfermé au Maroc, et pourquoi pour vous c'est scandaleux qu'il ait été emprisonné pendant 12 ans? Donc Ali est un citoyen belgo-marocain, marocain parce qu'on est marocain, c'est le droit du sang. Donc, on ne sait pas s'en détacher. Donc, Ali a été détenu en prison pendant 12 années au Maroc, bien qu'il ait été innocenté 2 fois par la justice espagnole, que la Belgique a été condamnée aux Nations Unies pour non-assistance à un citoyen, que l'Espagne a été condamnée pour extradition illégale. Donc, voilà pourquoi Ali est au Maroc, parce que le gouvernement belge n'a jamais considéré que Ali était un citoyen comme tous les autres, et donc Ali n'a jamais bénéficié ni d'assistance consulaire, ni de quoi que ce soit.
Et aujourd'hui, Ali ou tous les autres belgo-marocains qui sont au Maroc, je ne vais pas dire bloqués parce qu'ils sont quand même dans leur pays, mais on voit bien clair que c'est le gouvernement belge qui ne considère pas ces bougnoules comme des Belges. Et donc, pour moi, c'est très clair. Il serait temps maintenant que les Belgo-Marocains comprennent une fois pour toutes qu'ils ne sont pas des Belges comme tous les autres et alors s'ils veulent vraiment être des Belges, qu'ils fassent valoir leurs droits comme citoyens belges. Donc, le combat d'Ali Arras est fini pour lui, mais le combat continue pour la liberté, la liberté et l'égalité des droits. D'accord. Si je peux compléter un petit peu par rapport au cas d'Ali Arras, donc effectivement, c'est un belgo-marocain. On a l'habitude de dire qu'il a servi pour l'exemple par rapport à tous les cas de binationaux finalement, belgo-marocains ou autres en Belgique. Et dans le cadre de cette crise du Covid, on s'en rend compte encore plus, puisque on sait que, effectivement, comme l'a bien dit Nordine, donc la Belgique s'est lavé les mains en fait du cas d'Ali Arras en manifestant à aucun moment, pendant les 12 années de son calvaire, une volonté politique d'intervenir et de lui prêter assistance consulaire finalement au Maroc, jusqu'à aller couler dans la loi en modifiant le code consulaire, le fait que les binationaux n'ont plus droit à l'assistance consulaire de la Belgique lorsqu'ils se trouvent dans l'autre pays de leur nationalité. Donc ça, c'est une modalité législative qui a été adoptée il y a exactement 2 ans, donc en mai 2018. Et alors, donc c'est une législation qui s'inscrit un peu dans le contexte plus large de la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment, au départ, on prend des figures indéfendables, comme le cas d'Ali Arras, par exemple, puisqu'il est soupçonné de faits de terrorisme, même s'il n'a rien fait. On le présente comme un cas indéfendable pour justifier l'adoption de ce type de législation d'exception. Et puis finalement, on se rend compte que ces législations affectent en réalité tout un chacun qui est porteur de cette binationalité. Et donc, dans le cas aujourd'hui de ces binationaux qui sont bloqués ou retenus au Maroc et dont certains sont dans des situations un peu compliquées parce qu'ils sont tributaires de soins de santé ou ils sont dans une situation sociale compliquée qui devraient pouvoir rentrer, eh bien, ils sont traités en paria de la part de l'État belge. On sait, sur base de témoignages, que la Belgique a privilégié le retour de toute une série de nationaux belges, belgo-belges, sans faire fi en fait des binationaux qui n'ont à l'heure actuelle reçu aucune nouvelle quant à un possible rapatriement. Et il faut préciser que parmi les binationaux qui ont manifesté la volonté de rentrer en Belgique, Ali Arras figure dans cette liste, puisque hormis les raisons humanitaires et le fait qu'il veuille retrouver sa famille et des conditions de vie un tant soit peu normales après un aussi long calvaire, il y a le fait qu'il encourt encore un risque politique au Maroc, puisqu'il n'est pas à l'abri que, sur base tout à fait arbitraire, de nouvelles charges soient portées contre lui par les autorités marocaines, puisque c'est devenu véritablement une figure de lutte politique qui s'est mis à dos le régime marocain par l'action qu'il a menée en prison, les actions de résistance qu'il a menées en prison. Et donc sa situation est tout à fait critique, raison pour laquelle on en appelle véritablement aux autorités belges pour activer au plus vite son rapatriement. Ce n'est pas juste une situation humanitaire, c'est une situation politique d'urgence qui doit être considérée en tant que telle. Oui, et pour rappel, il a été... Pardon, Véronique ? Oui, si je peux me permettre, parce vas-y. En fait, tout ce contexte à l'encontre d'Ali Arras servant comme exemple par rapport à tous les binationaux, on a déjà vu, on a vu les conséquences pour les belgo-marocains dans le contexte du Covid, mais ça s'est étendu évidemment sur les autres binationaux, et notamment les binationaux burundais-congolais sont plus ou moins dans la même situation. Et on a vu aujourd'hui l'ambiguïté politique de la Belgique, parce que dans le cas des Burundais, c'est clairement le gouvernement burundais
qui refuse au fait que que les Burundais de nationalité retournent vers la Belgique pour des raisons qui sont difficiles à décrypter, mais on sait qu'au Burundi, c'est un gouvernement qui nie totalement la pandémie, en fait, et qui cherche à s'approprier ses nationaux sur le modèle nationaliste, souverainiste. Et la Belgique était sur place pour ramener les binationaux qui avaient fait la demande de rentrer en Belgique, et le gouvernement burundais s'y est opposé. Sur place, donc vraiment en faisant du racialisme, parce qu'ils ont jugé sur base des noms à consonance burundaises qui allaient rester, qui n'allaient pas rester, en divisant les familles. Et ce qu'on constate, c'est que la Belgique était sur place et n'est pas rentrée frontalement dans une négociation politique. Elle est partie en laissant les gens véritablement sur le tarmac, sachant que le Burundi est un pays en crise, non pas seulement sanitaire, mais économique, politique. Et donc, il y a un discours disant que c'est le Burundi qui empêche le retour de ces binationaux, qu'eux sont tout à fait ouverts. Mais il se passe évidemment de rappeler tout l'historique, notamment l'abrogation de l'assistance consulaire, qui explique d'un point de vue idéologique la situation. Donc on est dans des contradictions et des ambiguïtés d'État sur cette question binationalité. C'est très fort. Il y a des problématiques qu'on retrouve aussi en France qui sont un peu semblables. Et il fallait aussi rappeler pour Ali Arras qui a été condamné pour terrorisme, mais avec des aveux acquis sous la torture, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, et son cas est tout à fait aussi emblématique d'un contexte colonial en fait qui continue finalement de s'imposer, puisque Ali Arras, effectivement, il est binational belgo-marocain, mais à l'origine, lui, il est mélinense, donc il est espagnol en réalité. Donc il n'a jamais vécu au Maroc, il ne parle pas l'arabe, il parle le berbère, il parle le français, puisqu'il a vécu longtemps en Belgique. Le problème est que la citoyenneté mélilense, enfin l'Espagne n'a jamais reconnu la citoyenneté espagnole au mélinense. Elle ne l'a reconnue que très tardivement. Et donc, pour pouvoir avoir un passeport et pouvoir voyager, se rendre en Belgique, quelque part, Ali Arras a été contraint de s'enregistrer au Maroc sous le régime marocain en tant que Marocain, pour pouvoir disposer de ce passeport et pouvoir jouir de cette liberté de circulation. Mais en réalité, il n'a jamais vécu, il n'a jamais mis les pieds au Maroc, et il est mélilense, donc une enclave qui résulte effectivement de... quand on parle de 1492, c'est pas juste une vue de l'esprit. En réalité, Melilla est le fruit direct aussi de 1492 et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on voit qu'on en paye encore, des gens en payent très concrètement le prix jusqu'aujourd'hui dans les systèmes que les États-nations ont institués, et ce système de nationalité, etc. Écoutez, tu voulais ajouter un point, Martin? Non, je partage tous les retours sur la question de binationalité. Si je peux rajouter une chose aux Belges qui nous entendent. Avant de passer au débat, vas-y. Si je peux rajouter une chose à tous les Belges qui nous entendent, c'est d'envoyer un mail à notre ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, c'est facile à trouver. Hein. Les Belges qui veulent que Ali Arras rentre en Belgique, s'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps et envoyez un message à Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères belge, en lui demandant le retour immédiat d'Ali Arras. Merci. Alors, on va passer maintenant au débat sur la crise sanitaire. Et pour commencer de façon un peu générale, je voulais savoir, quel est le degré de la crise sanitaire en Belgique? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ça et sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement? On va commencer par toi, Martin. Oui, ok. En fait, on a eu une mise en place des plans de confinement et des mesures sanitaires qui a été très lente, tardive, et c'est un peu sous le mode
parallèle de ce qui se passe là maintenant. Donc il y a tout un tas de niveaux de pouvoir qui se coordonnent, qui se tirent à gauche, à droite. Donc voilà, il y a eu une situation fort chaotique. On sait qu'il y a une mortalité importante, essentiellement dans les homes. Donc ça, c'est au niveau de la crise sanitaire, c'est un peu le même modèle que dans l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire qu'il y a une destruction longue du système de soins de santé. Qui explique la difficulté à faire face. On sait que le gouvernement libéral, le gouvernement Michel de 2014 à 2018 a fait une coupe de 900 millions dans les soins de santé, donc c'est 4% du budget total. Donc voilà, il y a pas mal de similitudes avec ce qui s'est passé ailleurs, avec la particularité de l'État belge qui peut mettre en scène le confinement entre guillemets imposé à la population, mais qui n'a ni la capacité constitutionnelle ni économique de faire quoi que ce soit d'autre, à savoir produire des masques, tester la population. Donc voilà, c'est un prototype typique d'un État libéral qui est un État policier fort, mais qui est dans l'incapacité d'assurer une sécurité sanitaire pour la population. Quelqu'un va ajouter un point, Khadija ? Oui, voilà, je pense que effectivement, ce que Martin a bien résumé la situation. Il y a je pense une conjonction de deux grands facteurs, effectivement, les politiques austéritaires qui ont été imposées au secteur des soins de santé depuis au moins 2 décennies et qui se sont un peu accélérées sur la dernière législature et qu'on observe dans d'autres pays européens, qui n'est pas propre à la Belgique, mais qui explique le fait que lorsque la crise est arrivée, on était face à un secteur qui fonctionnait déjà à flux tendu et qui était dans une situation de tension extrême et qui n'était pas en mesure en fait d'absorber un choc de cette ampleur-là. Aussi, à côté de ça, il y a eu une attitude de déni, une attitude de minimisation du risque et de la dangerosité du virus qui a longtemps prévalu en fait dans le discours de nos dirigeants au niveau fédéral, alors qu'il y avait déjà une série de signaux sur le terrain qui laissaient entrevoir que le virus était en train de se propager au sein de la population belge, notamment des médecins qui s'inquiétaient du manque de directives par rapport au premier cas qui se déclaraient, qui n'avaient pas de matériel pour pouvoir faire face à ces premiers cas. Et malgré ça, notre ministre de la Santé, encore le 5 mars dernier, donc Maggie De Bleu, qui disait que pour elle, le virus n'était pas plus grave qu'une petite grippe saisonnière. Donc elle était vraiment dans une attitude de déni complet, qui rejoint un peu peut-être l'attitude de Macron aussi pour le coup. Et pour moi, je qualifie un peu cette attitude, en fait, d'attitude suprémaciste d'une certaine façon, parce qu'on a, en fait, c'est pas qu'on manquait d'expérience et d'informations sur ce qui se passait ailleurs. On avait des informations qui venaient de Chine, mais on les regardait avec dédain en se disant, oui, ce sont ces orientaux aux mœurs bizarres qui mangent un peu n'importe quoi. Puis quand le virus est arrivé sur le territoire européen, on a regardé avec dédain les Italiens, ces Méditerranéens qui ne sont pas très disciplinés, qui ne savent pas se plier aux règles du confinement. Et finalement, c'est comme un peu si nous nous sentions d'une certaine façon protégés, hors d'atteinte, complètement inatteignables par ce virus, de par notre nature, voilà, notre position intrinsèque de gens qui avons connu le progrès, une forme de progrès linéaire, et que même face à un système de soins de santé défaillant, on serait quand même en mesure de pouvoir contenir ce virus, et on ne serait certainement pas dans la même situation que les Italiens. Donc quand le virus finalement s'est déclenché en fait de manière brutale et qu'il a été révélé au grand jour, mais il était déjà trop tard pour mener des politiques de prévention. On s'est retrouvé un peu devant le fait accompli. La pandémie, je pense que c'était le 11 mars qu'elle a été déclarée par l'OMS, et donc à partir de ce moment-là, ça a été un peu panique à bord. Le gouvernement a mis en place des mesures de confinement, mais sans véritablement ni avoir les moyens de ce confinement en termes sanitaires, ni
penser les conséquences économiques et sociales de ce confinement. Et donc, on en paye très fort le prix et on en payera encore très fort le prix avec un accroissement des inégalités à la fois sociales, à la fois raciales, puisque on le sait, tout le monde n'est pas égal face au confinement et face aux conséquences socio-économiques de ce confinement. Donc, je crois qu'on est vraiment... Voilà. On va y revenir durant les questions. Je voudrais juste Véronique je voudrais faire une assise, donc, pour compléter, même si ça a été déjà dit, donc je me rallie tout à fait à ce que mes compagnons ont dit. Juste insister vraiment sur le scandale qu'a représenté la non-attention aux maisons de repos. Donc, Martin a dit qu'il y avait un taux de mortalité très fort dans les maisons de repos. Je pense que c'est quasiment 50%. Et donc, ce qui s'est passé à un moment donné, je ne sais pas très bien situé dans le mois ici qui vient de s'écouler, mais à un moment donné, il y avait le discours selon lequel la pandémie serait en train d'être jugulée, et en réalité, il se basait uniquement sur ce qui se passait dans les hôpitaux, alors qu'on sait bien que les personnes de plus de 65 ans sont à risque, et ils évaluaient l'évolution de la pandémie sur base des entrées, des hospitalisations, dans les hôpitaux sans regarder ce qui se passait dans les maisons de repos, en fait. Et c'est progressivement, mais assez tardivement, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, là où le bas blesse le plus, c'est dans les maisons de repos. Et c'est un secteur qui a fait l'objet de privatisation à excès, donc qui est vraiment un secteur sur lequel il y a voilà, une exploitation capitaliste qui est énorme. Et donc, par rapport à la question des conditions de fin de vie, éthiquement, il y a un drame, en fait, sous nos yeux, quoi. Et par rapport à la question du matériel, des équipements, je sais que dans les maisons de repos, c'est encore loin d'être ce qu'il faudrait pour essayer de surpasser un peu ce problème. Toute une série de personnes là-bas n'ont pas encore été testées parmi le personnel et parmi les personnes, les usagers. Nordine, pour compléter. Nordine, il va faire de l'ironie belge, en fait. Je vais dire que finalement, on n'est pas si mal. On est dans le pire au monde, dans les chiffres. Mais finalement, on n'est pas si mal parce qu'on a minimum 6 ministres de la Santé en Belgique. 6 ministres. Et donc, si on divise un peu le nombre de morts par le nombre de ministres, peut-être qu'on a des ministres qui ont le moins de morts à tête par ministre. Mais c'est catastrophique. J'ai rien à rajouter à tout ce qui a été dit, c'est déjà assez. Juste qu'on a appris que la Belgique a détruit 6 millions de masques quelques temps avant l'épidémie, qu'ils ne les ont pas renouvelés, que la Belgique commande des masques, quand ils arrivent, il se trouve que ce sont des masques foireux. Bref, je vais être indulgent avec les Belges, je vais me taire. mais oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu tel ce qu'on voit en Belgique parce qu'il y a un nombre de morts par habitant qui est le plus élevé au monde. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Et, moi, je me demandais, parce que là, de la France, on a l'impression que c'est au niveau du gouvernement belge, c'est le chaos. On ne comprend rien à ce qui se passe. Donc, que pensent les Belges eux-mêmes là des mesures qui sont prises? Est-ce qu'il y a des protestations ou est-ce qu'il y a du dépit? Par rapport à la France, Wissam, je me permets de continuer. Le gouvernement belge est dans le chaos, comme tu dis, il ne sait pas ce qui se passe, mais je pense que la même chose, évidemment, avec les citoyens. Les citoyens qui ne comprennent pas les recommandations que les politiques émettent et qui ne comprennent pas eux-mêmes en disant qu'on reviendra la semaine prochaine. Donc, les gens sont totalement perdus. Néanmoins, je pense, et ça c'est juste moi qui pense, que le gouvernement belge se dit que les Belges, il peut leur faire n'importe quoi, ils ne sortiront de toute façon pas dans la rue. Le Belge va s'adapter aux mesures qu'on va faire et il ne sortira pas dans la rue. C'est pourquoi je pense que Macron a pris des mesures qui pouvaient un peu plus satisfaire les gens du peuple parce qu'il a une réelle crainte que le mouvement des Gilets jaunes ou que les gens ressortent dans la rue massivement. Et ça, je pense que les Belges, politiquement, ils savent que si demain ils disent n'importe quoi aux Belges, eh ben, les Belges fermeront leur gueule et resteront chez eux.
un petit peu le consensus belge que je pense qu'il joue vraiment. Et donc, les Belges ne manifesteront pas, les Belges crèveront un après l'autre, mais on attendra que le gouvernement se reforme. Oui, c'est exactement ça, je pense. Je crois que vraiment cette tradition de compromis, elle a entamé en fait toute capacité de radicalité dans le champ politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais du coup, voilà, un exemple, pour parler de manière très concrète, donc au début du confinement, donc lors de la première allocution de notre première ministre Sophie Wilmès, il y a eu une vague en fait d'unanimisme autour de la figure de Sophie Wilmès parce que son discours était beaucoup plus arrondi, beaucoup plus empreint d'empathie que celui de Macron qui la veille, je pense, avait eu un discours très martial en parlant du fait qu'on était en guerre, alors que Sophie Wilmès, elle nous a dit de prendre soin de nous et des autres, et donc du coup ça suffit pour que les gens soient contents et se disent mais voilà, nous on n'est pas du tout dans la même dynamique que ces Français qui sont toujours là qui ont toujours une touche guerrière, alors que nous on est quand même des gentils à côté. Et puis en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que les mesures qui sont derrière, ces discours très polis, très empathiques, très infantilisants aussi d'une certaine façon, parce que la manière dont elle nous parle, c'est pas comme si on était des citoyens responsables, mais presque des enfants à materner. Derrière ces discours, en fait, les mesures sont extrêmement agressif. En tout cas, ce qui est en train de se dessiner, c'est extrêmement agressif. Je pense que pendant tout un temps, ils ont navigué à vue, donc étant eux-mêmes perdus. Et puis, donc là, on a eu la dernière allocution de la première ministre hier, qui était tout simplement hallucinante, déjà à plusieurs niveaux, déjà dans la forme, par son heure tardive. Il a fallu plus de 7 heures de réunion au niveau du Conseil national de sécurité pour pouvoir se mettre d'accord sur un plan ou un phasage de plan de déconfinement. La Première ministre a commencé à intervenir à 22 heures passées avec un PowerPoint digne de consultant américain où on ne comprend rien. Voilà, les 3/4 de la population était perdue sur les informations qu'elle voulait nous faire passer, mais ce qu'on a retenu quand même à travers ça, l'information principale, c'est que les considérations sanitaires et les considérations bienveillantes qui entouraient les discours au début de la crise, ils ont disparu purement et simplement au profit de considérations purement économiques, ce qui est privilégié à ce stade, alors qu'on est exactement au même niveau en termes de matériel, je veux dire qu'au début des confinements, donc on n'a pas plus de masques, on n'a pas plus de capacité de testing, de pouvoir retracer les personnes malades, etc. Mais malgré ça, on va redémarrer l'activité économique parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas se permettre de laisser l'économie à l'arrêt plus longtemps. Et donc, on nous avait dit qu'il y aura un avant, il y aura un après Covid, mais ce qui se dessine, c'est beaucoup ont cru que cet après serait peut-être une source d'espoir et un horizon un peu d'espoir qui pourrait se dessiner. En réalité, je pense que ce qui se dessine est bien pire que ce qu'on a connu avant le confinement. Véronique, je voudrais apporter un tout petit bémol, pas du tout par rapport au diagnostic des manquements, parce que ça, ils sont certains, mais plutôt sur la question des soulèvements. Moi, je serais quand même peut-être un peu moins pessimiste. Je dis ça par rapport à la spécificité de la Belgique, par rapport à ce que pourrait être la France, par exemple. Moi, je sens pas tellement, j'ai pas tellement d'étonnement dans la mesure où j'ai l'impression que la Belgique, c'est un pays qui décentralise constamment ses politiques et qui renvoie la responsabilité à ces entités fédérées, mais pas seulement à ces entités fédérées comme les régions ou les communautés, mais aussi à la société civile. C'est vraiment un pays, l'État fédéral, au fait, c'est un homme de paille
il existe de manière très symbolique en façade. Alors pour des choses très stratégiques, quand il convient se présenter à l'Europe, et encore les Flamands vont dire que c'est en fait eux qui se représentent, ou pour les questions qui sont très tendues comme la sécurité sociale, parce qu'on sait que ça va être difficile de la diviser, mais en réalité, il n'y a jamais rien qui vient depuis ce niveau-là. Et depuis les autres niveaux, il n'y a jamais vraiment de réelle force de proposition. J'ai l'impression que ça vient toujours plutôt du bottom, et puis que ça fait up, et on est comme ça des vases communicants. Et moi, c'est pas que j'ai l'espoir que quelque chose va changer, parce qu'il y a des problèmes, déjà, les problèmes post-coloniaux sont tellement colossaux que que voilà, j'ai pas d'espoir dans le changement en fait profond, mais par contre je pense que si ça vient de quelque part, malgré l'absence de cet État fédéral, je pense que ça viendra du terrain. Il y a une association Santé en lutte, voilà, qui s'inscrit dans des revendications par rapport aux coupes budgétaires qui ont eu lieu depuis plusieurs années, comme Martin les a énoncés. Ils sont présents et je pense qu'ils vont rameuter les gens dehors, quoi. Voilà. Après, moi ici, ça m'intéresse de parler des groupes. Et je pense que c'est la même chose pour mes compagnons et compagnes, des questions raciales et coloniales, parce que c'est très prégnant en fait. Hein. Ici, on parle à un niveau belge parce qu'on compare à la France, du coup c'est État-État, mais on sait bien qu'à l'intérieur, les clivages, les différentes manières d'être affectés par la crise, c'est voilà, c'est gigantesque quoi. Comme phrase. Ouais. Donc voilà, mais on va l'aborder juste après. Martin, dernier avis sur ça? Oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit. Je voulais juste apporter deux éléments qui vont complètement dans le sens de ce qui est dit du diagnostic. Il faut avoir bien en tête que l'État belge est un État qui est structurellement faible depuis sa fondation. Déjà, Martin Engel parlait de la Belgique comme État constitutionnel moderne, c'est-à-dire que ce qui est central et sacré en Belgique, c'est la liberté d'entreprise. Et que, donc, il n'y a pas, on peut le dire très vite, la Belgique, c'est ni la France, ni la Hollande. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a une politique d'immunité collective, mais qui n'est pas dite comme telle, qui n'est pas annoncée comme telle et qui n'est pas négociée. Et du coup, la question de l'opposition ne vient pas dans une opposition frontale, elle vient dans tout un nombre de refus qui peuvent émerger d'une multitude de milieux. Je prends juste l'exemple qui est au cœur du déconfinement, qui est l'école. Il y a un nombre important de personnes populaires qui ont clairement manifesté qu'elles refuseront d'amener leurs enfants à l'école, quitte à perdre des allocations familiales. Et donc c'est dans ce genre d'espace, dans ce genre de lieu, que toute la question de l'humiliation, parce que les camarades l'ont bien dit, la population belge est traitée comme des enfants, sans capacité d'agir, sans capacité de penser. Pourtant, l'État est faible et donc il y a tout un espace de conflit, un espace de négociation qui est là, quoi, qui est cet espace de refus. Alors, juste deux petits points techniques. Omar, Nordine, est-ce que tu peux mieux cadrer, s'il te plaît, en baissant l'écran ou... Ouais, voilà. Et Véronique, si tu as une solution pour la lumière, parce qu'on commence à être un peu sombre. Sinon, tant pis, on va continuer comme ça. Alors, c'est un sujet que vous avez commencé tous à aborder. C'est nous, en France, on aborde souvent dans les émissions, on voit qu'il y a des fortes inégalités face à cette crise sanitaire et face notamment aux mesures qui sont prises, comme le confinement, notamment dans les quartiers et notamment vers les indigènes, qui sont les premiers touchés, que ce soit au niveau de la maladie, mais ce sont aussi les premiers sur le front. Et dans les quartiers aussi, une grande menace de crise alimentaire. Donc, je voulais savoir, qu'en est-il en Belgique? Et c'est super comme ça, Véronique, parfait. Qui veut commencer? Véronique, et on te voit très bien. Je ne sais pas si tu as entendu la question. Tu peux répondre en un mot, en fait. Donc, en un mot, ici en France, il y a des fortes inégalités raciales. Qu'en est-il en Belgique? Ah, ok, ça va. Donc, oui, non, je pense que ça, c'est vraiment une thématique sur laquelle on a même intérêt à travailler ensemble, France-Belgique, parce qu'il y a des grosses, je pense, similitudes. Après, moi, je pense qu'on peut dire que le déni colonial en Belgique et le refoulé colonial en Belgique est encore plus prononcé qu'en France, moi, je pense.
Donc avec toutes les critiques sur le passé colonial de la France et le passé présent colonial de la France qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas dire de la France, mais qu'on peut dire de la Belgique, c'est que c'est un pays colonisateur qui ne s'assume pas, qui se cache en fait dès que c'est possible. Enfin, quand ça l'arrange, évidemment, on fait des grandes cérémonies de type nostalgie coloniale, mais quand on ne doit pas le faire, on se cache. Donc, par exemple, on n'aura pas du tout un Macron qui va penser en ce moment-ci, en temps de pandémie, à la question des dettes africaines. Alors, sans doute qu'il y a anguille sous roche. Moi, je ne me suis pas attardée au fait sur sa proposition, mais en Belgique, on ne doit même pas s'attendre à ça pour l'instant. C'est vraiment quelque chose qui est totalement occulté. Et donc, les présences noires, par conséquent, les présences noires, c'est très très fort en Belgique, sont passées sous silence. Donc elles sont pensées comme étant absentes. Donc évidemment, il y a les groupes militants afrodescendants qui sont très forts et qui changent la donne, surtout ces 5 dernières années. Donc je cite des associations comme BAMCO, comme Mémoire coloniale, qui font un travail de médiatisation des problématiques noires en Belgique, qui forcent les acteurs du champ politique à bouger. Mais sinon, ce sont des présences qui sont passées sous silence. Et si ce n'est pas passé sous silence, c'est de l'exotisme. Donc, comme je le disais un petit peu sur le mode de la nostalgie, on ouvre le musée de Terravure, alors on va chercher des représentants de la communauté congolaise, burundaise si on en trouve, rwandaise, et sinon on leur tape dessus. Enfin, on a vu ici avec il y a 2 ans la manifestation organisée par les associations afrodescendantes contre l'esclavage en Libye. C'était un déploiement de forces policières totalement surréaliste. Et par rapport au Covid, c'est là que, je pense qu'il faut vraiment souligner la question de cette impossibilité de penser ces présences. C'est qu'en réalité, il y a tout lieu de les penser en ce moment. Et je pense ici particulièrement à la question des soins de santé. Donc les populations afrodescendantes ont toujours été orientées vers ce secteur. Donc les emplois en tant qu'infirmière dans les hôpitaux, mais aussi les emplois en tant qu'aide-soignante, infirmière, aide-soignante dans les maisons de repos. Donc ce sont des secteurs qui sont extrêmement ethnicisés, vers lesquels il y a un gros investissement de la part des femmes afrodescendantes, africaines afrodescendantes. C'est quelque chose qui est connu, quelque chose qui est absolument connu. Et pourtant, malgré tout, il semblerait que tous les moyens soient déployés pour ne pas en parler. Donc, c'est-à-dire que le risque encouru par rapport au Covid-19 par ces populations qui travaillent dans les conditions de pénibilité, ces présences noires, n'est absolument pas mentionné. Et pour vous dire que je pense que c'est pire qu'en France. Hier, je suis tombée sur un article de l'Express qui était intitulé « Y a-t-il une surreprésentation des populations subsahariennes parmi les malades ?» C'est un type d'article qu'on ne trouvera pas en Belgique, donc c'est totalement passé sous silence, et il semblerait que ce soit délibéré, parce que c'est difficile de ne pas en parler. On se demande comment ça se fait qu'il est possible de passer ça sous silence, malgré l'évidence de la situation. Et donc, pour donner un petit exemple, voilà, avant de donner cet exemple, je voulais dire aussi qu'on est ici dans une situation habituelle, mais pour le coup, c'est criminel. C'est ça que je voulais mettre en avant. Donc, il y a heureusement des acteurs importants de la diaspora. Je pense ici à quelqu'un comme Monique Poba qui met sur sa page Facebook en avant notamment le fait des décès parmi le personnel soignant dans les maisons de repos. Donc, les deux premières personnes qui sont décédées sont des personnes afrodescendantes, qui sont assez jeunes aussi. Donc, ça pose des questions que ne posent pas en fait les experts sur antenne dans les grands médias. Et donc comme ça, on arrive un petit peu à suivre cette question raciale en lien avec l'épidémie, mais on ne peut absolument pas s'attendre à quoi que ce soit de la part des acteurs médiatisés pour l'instant. Et je pense qu'en France, la question pourrait émerger un tout petit peu plus facilement qu'ici. Et donc voilà, pour donner un exemple, il y a une campagne de prévention à l'hôpital Krugman, c'est un hôpital public,
Et cette campagne visait à alerter la population sur le fait qu'il s'agissait de rester chez soi et voulait atteindre un maximum de personnes. Donc Bruxelles est une ville avec 60% de personnes d'origine étrangère, et donc ils avaient utilisé toutes les langues internes à l'hôpital, donc pour bien montrer l'intérêt pour l'ensemble de la population et aussi pour montrer la diversité interne à cet hôpital. Et figurez-vous que parmi les médecins qui étaient présents, les aides-soignantes, les infirmières, et donc les langues qui étaient représentées, aucune langue africaine. Malgré qu'un tiers du personnel de cet hôpital, d'après ce qu'on m'a dit, est d'origine subsaharienne. Donc ça a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, mais de nouveau, ce n'est que la communauté africaine qui parle de ça. Et moi, voilà, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais je trouvais que c'était très révélateur. Si on interprète un peu cette campagne de prévention, ça correspond vraiment à la place qu'occupe ce personnel, ou en tout cas comment il est perçu, comment il est interprété dans le système de santé. Donc, avec cette campagne de prévention, on voit qu'il est dans une espèce de zone d'ombre, une zone grise comme ça. Il est ni soignant, ni soigné, en fait. On ne pense pas à lui en tant que malade, et il n'est pas représenté parmi les soignants. Or, c'est faux. C'est faux. Ouais. De médecins d'origine congolaise, spécialistes, il y en a. Mais par contre, ils sont effacés. Donc, il n'y a aucune présentation de leur discours, de leur expertise. Et si c'est le cas, c'est de manière, voilà, en ne citant pas les noms, en les montrant à peine. Donc, il y a une espèce de blanchiment. Et par contre, il y a une vérité dans le fait que ces personnes aides-soignantes, infirmières, sont dans une zone grise. Parce que ça, je pense qu'on oublie souvent de le dire. On loue en fait le mérite des infirmières à juste titre, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est des métiers hyper pénibles, sont des métiers en pénurie, sont des métiers en fait, surtout dans les maisons de repos, que personne ne veut. Et qui occupent ces métiers, ce sont les personnes qui sont victimes de discrimination et victimes de déqualification. Donc c'est des personnes qui sont exploitées à outrance et qui sont donc en bout de course. Véritablement en bout de course. Et c'est là qu'on trouve, c'est comme ça qu'on peut expliquer la présence noire africaine dans ces métiers qui sont qui sont les métiers, les sales boulots en fait, qui sont les sales boulots, qui sont ni soignants, je répète, les grosses catégories symboliques, ni soignants, ni soignés. Et donc on voit que la question noire, alors qu'elle est prégnante dans la question de la santé, dans l'aide aux personnes âgées, dans l'encadrement des personnes âgées, tout le monde le sait, elle n'est absolument pas mentionnée dans les débats politiques, dans les médias mainstream, ni dans les autres médias. Et la question de la présentation de la population, il faudra attendre qu'un journaliste afrodescendant de type Olivier Mukuna, que je salue ici, le traite, parce que sinon, je veux dire, on sera dans la post-crise et on ne l'aura toujours pas fait. Et il y a quelque chose de criminel, sachant le nombre de décès, notamment dans les maisons de repos, parmi le personnel. Dans le prolongement peut-être de ce que Véronique dit, pour compléter le tableau un peu des fractures raciales qui peuvent exister au niveau de la Belgique, et si on prend le cas par exemple des belgo-maghrébins, des belgo-marocains ou des populations musulmanes de manière générale, mais dans le cas des belgo-marocains plus particulièrement, donc là il n'y a pas de passé colonial en tant que tel entre la Belgique et le Maroc, comme il peut en exister en France, par exemple, avec les Marocains, mais surtout avec les Algériens. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les belgo-marocains et les populations de confession musulmane de manière plus générique échappent en fait au stigmate colonial et au traitement colonial qui est réservé à la Belgique, par la Belgique aux sujets subalternes qui sont considérés comme étant subalternes. Alors dans le cas des belgo-marocains, donc l'histoire est une histoire en fait tout à fait spécifique et qui est reliée à la question du travail puisque l'immigration marocaine s'est faite de manière massive en Belgique à partir du moment où il y a eu un accord bilatéral
entre la Belgique et le Maroc en 1954 pour faire venir des travailleurs marocains un bon marché pour construire le pays, dans le secteur de la construction, dans le secteur pour construire le métro à Bruxelles, donc dans les mines, donc toute une série de travaux manuels extrêmement lourds et pénibles. Donc nos pères sont venus dans ce cadre-là pour participer à cet effort et aussi pour gagner leur vie, évidemment. Et puis, donc, suite à ça, il y a eu l'opportunité donc, de regroupement familial. Et c'est vrai que la Belgique n'a pas pensé, en fait, tout de suite, cette immigration de travail comme étant une immigration faite d'humains, en fait. Enfin, que c'était des humains. On résume ça assez bien, en fait, dans la phrase on voulait des bras, on a eu des hommes. Ben oui, en fait, ce n'était pas qu'une force de travail, c'était des humains et qui, à un moment donné, ont opté pour le regroupement familial après s'être rendu compte, après que le mythe du retour au pays se soit avéré compliqué à réaliser, ils ont opté pour le fait de rester ici. Et donc, ces travailleurs qui étaient confinés dans toute une série de travaux de secteurs d'activité très, très précaires, en fait, ce qu'on voit à travers les générations, finalement, c'est qu'il y a une perpétuation de cette ethnostratification du marché de l'emploi qui est originelle, donc dans lesquelles, on la connaît donc dès le début de cette immigration en Belgique, et elle se perpétue jusqu'à nos jours. Elle a été accentuée par le tournant néolibéral qu'on a connu fin des années 70, début des années 80, qui a marqué de manière beaucoup plus nette la distinction entre le marché de l'emploi primaire avec des emplois stables, bien rémunérés, plus qualifiés, puis le marché de l'emploi secondaire, beaucoup plus précaire, avec des conditions de travail beaucoup plus flexibles, beaucoup moins bien rémunérées. Et donc, ce marché de l'emploi secondaire a été laissé de manière privilégiée à ces populations issues des immigrations, ce qu'on peut appeler les immigrations postcoloniales. Et donc, à partir de là, ça a été extrêmement compliqué, sans considérer aussi la question de l'enseignement qui joue aussi un rôle fondamental dans cette reproduction sociale. Et aujourd'hui, avec cette crise du Covid, qui finalement, le virus en tant que tel n'est pas tant que ça un facteur de crise, en fait. Il est plutôt un révélateur de la crise qui était déjà préexistante et qu'on connaissait déjà. Donc, toute une série, il ne fait que révéler des fractures sociales et des fractures raciales qui étaient déjà existantes, mais dont on ne prenait pas connaissance, un peu sur le même principe que ce qui n'est pas visible échappe à la conscience d'une certaine façon. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte avec la mise en avant de toutes ces activités dites essentielles, de tous ces secteurs essentiels, que quand on y regarde de plus près, alors il n'y a pas une prise de conscience collective et il n'y a pas de débat public là-dessus, mais en tout cas, au niveau des spécialistes, on sait que ces secteurs-là sont massivement investis par des travailleurs d'origine étrangère, par des travailleurs non blancs, par des travailleurs maghrébins, par des travailleurs noirs, et qu'ils sont donc du coup massivement, non seulement que leur corps est exploité en tant que tel comme force de travail, il est exploité d'une certaine façon, mais qu'il est en plus surexposé à ce Covid. Et ce qu'on voit malheureusement, mais sans grande surprise aussi, c'est que dans les réponses et les initiatives qui sont portées au niveau gouvernemental, tant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle des régions, pour apporter une réponse à cette crise socio-économique dont l'ampleur n'a pas fini, à mon avis, de nous surprendre. Je crois qu'on va vraiment vers quelque chose de très important. Mais il y a une sorte en fait d'angle mort en fait dans ces mesures-là, c'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience que ces activités subalternes qui sont pourtant essentielles sont confinées, sont entre les mains
de certains groupes sociaux en majorité. Et donc, dans les solutions qui sont pensées, qui sont mises sur la table, ça reste quelque chose de très générique et qui ne prend pas compte en fait de cette spécificité. Ça ne prend pas compte, je disais, des angles morts, parce que ce qu'on voit déjà, notamment avec l'arrêt de toute une série de pans d'activités économiques qui généraient à la fois des activités dans le travail formel, mais également des activités dans le travail non formel, donc des activités du travail au noir finalement. Ce qu'on voit, c'est que la précarité augmente de manière exponentielle. Pourquoi ? Parce que toute une série de personnes qui travaillaient, qui dépendaient en fait de ces activités finalement non formelles ou informelles ou de travail au noir, aujourd'hui n'ont plus aucune source de revenus. Et parmi ces travailleurs, il y a les travailleurs sans papier, qui sont des travailleurs maghrébins, qui sont des travailleurs subsahariens, qui investissent les grands marchés. Par exemple, on a le marché de l'abattoir à Bruxelles, qui est véritablement un grand pourvoyeur de travail pour ces publics-là. Mais maintenant qu'il est fermé, toutes ces personnes finalement se retrouvent sur le carreau et elles ne sont absolument pas prises en compte dans les politiques publiques qui sont mises en place pour amortir le choc de la crise. Et donc c'est pour ça que je dis que ce qui s'annonce en fait est véritablement désastreux et que si on ne change pas le logiciel, qui est sans doute un peu le logiciel de la gauche, de ne prendre en compte d'une part que la classe sociale et d'autre part que ce qui est formel, c'est-à-dire l'emploi et non pas l'ensemble du champ du travail, puisque le travail est beaucoup plus englobant que l'emploi, eh bien, on risque de perpétuer des situations de précarité très très aiguë et on va arriver, tu évoquais tout à l'heure les émeutes de la faim, on n'est pas à l'abri du tout de ça, parce qu'on voit déjà à l'heure actuelle que toute une série de ces publics-là dépendent de manière très forte en fait des réseaux de solidarité citoyenne, des colis alimentaires qui sont faits par les associations de quartier, par des bénévoles, et que sans ça, eh bien, on se retrouverait sans rien du tout. Alors, je suis désolé de vous dire ça. On est 4, on essaiera de faire des interventions un peu plus courtes pour pouvoir donner la possibilité à chacun de parler. Okay. Martin, je suis désolé, hein, c'est le format à 4 et on n'a plus beaucoup de temps, donc on va essayer de faire un peu plus court. Mais alors, très rapidement, je rejoins tout le tableau, tous les différents points d'attention. Je pense qu'on peut véritablement parler d'une arrogance immunitaire postcoloniale qui est à l'œuvre. On l'a vu à la fois dans les plans et dans les arrêtés ministériels, dans le type de sensibilité qui est produite, et on le voit dans tout cet enjeu sur la comorbidité, sur l'impossibilité de faire le compte social et racial de la répartition des maladies et des types d'exposition. Et ça, évidemment, ça s'appuie sur la longue histoire du déni colonial belge. Je voulais juste dire cet élément-là, donc quand je parle d'arrogance immunitaire postcoloniale, c'est cette rengaine qu'on nous sert depuis le début. La Belgique a le meilleur système de soins de santé au monde. Et ce refrain continue et va continuer malgré les morts, malgré les inéquités abyssales qui ont lieu. Au moment où la Belgique reprend l'État indépendant du Congo, elle met ce mythe de la colonie modèle en place, qui serait la colonie la mieux administrée scientifiquement. La Belgique est un pays d'hygiène, etc. Or, on sait toutes les maladies, le travail forcé, les maladies infectieuses, les crimes, les campagnes punitives, la faim et la surmortalité de cette période. Donc, on est là-dedans. Il faut arriver à faire sauter ce mur de l'insensibilité. Et ça, c'est en faisant monter les doléances, les colères, le terrain des réalités qu'on peut arriver à le faire. Nordine ? Pas être long, mais juste ce qui me marque vraiment avec les colis alimentaires, c'est que le principe de colis alimentaire, on connaît ça depuis quelques années à Bruxelles, surtout dans la communauté musulmane, ou en tout cas dans les quartiers, où depuis de nombreuses années, les colis alimentaires sont mis en place toute l'année pour nourrir en général les migrants ou les sans-papiers ou les plus nécessiteux et dans les prisons. Ce qu'on voit maintenant, c'est que des colis alimentaires sont mis en place partout, et non plus pour les migrants et les sans-papiers, mais pour des gens proches. On voit aujourd'hui dans nos quartiers
des jeunes ou des moins jeunes qui vont ou qui recherchent de l'aide alimentaire. Donc, avec la racialisation aussi de l'emploi, comme Khadija l'a abordé, on sait très bien qu'il y a les métiers où on est surreprésenté. Et, donc, par exemple, en Belgique, la majorité des morts, on les dénombrera, elles sont à Bruxelles et elles sont dans ce qu'on appelle le croissant pauvre. Quand tout ça sera fini, il faudra, il me semble, faire une analyse raciale de qui sont ces morts. Ce qui ne sera pas étonnant, vu que les Noirs travaillent beaucoup dans les hôpitaux, en infirmerie, les Arabes à la STIB. Donc, ça ne sera pas possible. Il me semble que chez vous, c'est interdit aussi les statistiques ethniques. Bien sûr, les statistiques ethniques sont interdites, mais certains outils peuvent nous permettre de lire dans les chiffres qu'il y a une surreprésentation de Noirs et d'Arabes parmi les morts. Et je pense qu'avec la crise du Covid, la surreprésentation des Noirs et des Arabes parmi les morts sera très facile à voir s'il y en a une. Mais pourquoi il n'y en aurait pas si en première ligne, dans les hôpitaux, ce sont des Noirs, des Arabes qui sont principalement dans les infirmières. On oublie toujours les femmes qui nettoient les hôpitaux. Peut-être que ces femmes sont encore plus en danger que les infirmières. Les principales, ce sont des femmes noires ou des femmes arabes qui roulent les bus, qui roulent les trams, ce sont les Arabes et les Noirs qui conduisent. Quand on parle de déconfinement, en fait, on parle de déconfinement des gens qui n'ont jamais été confinés. Les gens qui viennent ramasser les poubelles devant chez nous, ce ne sont pas les Blancs des quartiers UP. Donc, tous les gens qui sont, depuis cette crise Covid, en situation de danger, c'est-à-dire en première ligne, ce seront les plus précaires, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes des quartiers populaires. Je voulais dire, dans cet article de l'Express que j'ai lu, qui est assez intéressant sur l'hypothèse d'une surreprésentation des populations subsahariennes chez les malades du Covid, la journaliste interviewe un médecin qui mentionne, et c'est assez rare pour le souligner, qui mentionne le fait qu'aux États-Unis, il n'y a aucun souci, évidemment, pour étudier cette question sur le prisme de la race, que la journaliste précise que les épidémiologistes, les sociologues sont déjà au travail et qu'il mentionne la Belgique. En France, comme en Belgique, on manque cruellement de données. Or, elle nous serait très utile, et bon, je ne l'ai plus ici, mais il parle de la question d'une deuxième vague de pandémie. Donc, en fait, moi, ce que je pense, et c'est pour compléter un peu ce qui a été dit, et aussi par rapport à ce que Khadija disait sur le logiciel politique, pour essayer de comprendre où ça bloque, l'article m'a fait dire, mais aussi un contact téléphonique que j'ai eu aujourd'hui avec Yves Copiters, qui est un épidémiologiste qui intervient beaucoup sur les plateaux télévision pour l'instant. Ils sentent cette surreprésentation. Donc nous, on a des sensations, la sensation qu'il y a des surreprésentations des Noirs parmi les malades, mais aussi parmi les décès, on la sent de manière c'est presque c'est épidermique, quoi. Je veux dire, je suis derrière mon écran d'ordinateur, je regarde les réseaux sociaux, je le sens. Et pour compléter ce que disait Khadija, le problème, c'est que les chercheurs des sciences sociales, eux, ne le sentent pas. Il n'y a pas que le politique. Ils ont remis 230 pages de recommandations au gouvernement. J'ai pas tout lu, mais je crois qu'il n'y a rien là-dessus. Or, nous, on le sent. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai téléphoné à cet épidémiologiste aujourd'hui. Et il m'a confirmé qu'il y avait des constats qui remontaient chez lui, qui circulaient entre les professionnels cliniques et des hôpitaux, selon lequel, dans les lits des soins intensifs, il y avait une très forte proportion de personnes noires et qu'il y avait un taux de mortalité très fort chez ces personnes. Et donc, on constate la même chose qu'en France dans cet article. La journaliste explique que des médecins ont aussi relayé ces informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont relayé au niveau de l'Agence de la santé publique et la santé publique n'a pas répondu, tout simplement. Donc, à un moment donné, les médecins, les épidémiologistes savent faire, s'inquiètent, s'en préoccupent, mais ça bloque. Donc, il y a une espèce de blocage politique, scientifique dans les sciences sociales
pour ce qui est ici, négrophobe et par rapport aux personnes évidemment maghrébines aussi. Ici, moi, je parle de ce que j'ai un peu plus étudié. Et donc, il y a vraiment une cécité, un problème de cécité, un problème de logiciel et des vrais blocages qui sont délibérés, en fait. Hein. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir... qu'il va falloir travailler. Et voilà, la dernière chose que je voulais dire, le problème aussi, c'est quoi la réponse des politiques? On l'a vu à Liège. Donc, à Liège, c'était phénoménal. Le bourgmestre a reçu le signalement des médecins des hôpitaux de Liège, selon lequel il y avait une surreprésentation des populations subsahariennes. Il a fait des leçons de morale sur les comportements à ces groupes. Et donc, il a stigmatisé leur comportement. Quand bien même il y avait de la vérité là-dedans, parce que visiblement c'était une question de culte religieux qui se perpétuait, il n'a pas trouvé bon d'aller s'entretenir avec les chefs religieux. Or, on a là des acteurs qui sont importants en termes de soins. Mais surtout, à aucun moment, il a posé la question d'éventuels facteurs à risque dans cette population. Or, que ce soit l'épidémiologiste que j'ai rencontré au téléphone ou l'article que j'ai lu dans l'Express, il y a les comorbidités, donc toutes les maladies, hypertension artérielle, affection pulmonaire, diabète, qui sont des questions très raciales hein, liées aux conditions imposées ici, sont des facteurs à risque. Et il y a la drépanocytose. Il n'a pas posé ce problème. Et donc, on est vraiment dans une crise raciale postcoloniale aujourd'hui. Enfin, je rejoins l'expression qu'utilisait Martin, qui est grave. Et on ne sent pas la chose bouger. Oui, il y a toutes ces problématiques raciales qui ne sont pas prises en compte. Mais il y a un point que vous n'avez pas abordé, donc je voulais savoir si ça n'existait pas, c'était le cas des violences policières. En France, on a vu que c'est le feu, ça veut dire les policiers sont déchaînés. En Belgique, ils sont calmes les policiers en ce moment ou Non, du tout. Ils sont très féroces. Non, mais je voulais justement intervenir, et c'était le trait d'union par rapport à cette question-là. En l'absence de statistiques ethniques dans le secteur des soins de santé, je pense que, comme le disait Martin, l'objectivation d'expériences tout à fait subjectives prend une dimension en fait tout à fait essentielle pour pouvoir quand même caractériser en fait l'existence de ces phénomènes-là. Et on assiste à la même chose dans le cas des violences policières, où finalement on sait que c'est un phénomène qui existe et qui est présent de manière très aiguë, mais où on n'a pas de possibilité en fait de comptabiliser le nombre de violences policières et de pouvoir suivre du coup le traitement et caractériser le traitement qui est fait à ces violences policières. Donc il faut pouvoir trouver des alternatives de type plus qualitatif pour pouvoir caractériser ces phénomènes-là, ce qui rend évidemment l'appréhension de la chose à l'égard d'un public plus large, plus compliqué. Mais pour répondre à la question, évidemment en Belgique aussi, on assiste en fait depuis le début du confinement, mais c'est pas un phénomène qui est né avec le confinement. On assiste à un redéploiement de violences policières qui trouve en fait son prétexte, je dirais, ou qui trouve une justification dans le contrôle de ces fameuses règles de confinement, mais qui en réalité, quand on y regarde de plus près, ce contrôle, il s'exerce de manière beaucoup plus à la fois sévère et systématique à l'égard des populations des quartiers populaires, des quartiers précarisés. Donc il y a vraiment une distinction de traitement qui est fait par la police entre les habitants, l'attitude qu'elle réserve aux habitants des quartiers aisés, où il y a une vidéo tout à fait hallucinante où on voit en fait des policiers danser avec les habitants qui ont cru bon de faire une danse collective à 20h dans la rue sans même respecter les mesures de distanciation sociale, et la police donc a participé à cette danse. Et exactement au même moment, à Anderlecht, donc une commune du Croissant pauvre, avait lieu des révoltes, des émeutes à la suite de la mort d'un jeune, Adil Rahmou, qui s'est fait tuer, donc un jeune de 19 ans qui s'est fait tuer par la police à l'issue d'une course-poursuite. Et justement, c'était un contrôle qui avait lieu dans le cadre du confinement. Donc, on voit à travers cet exemple, on voit tout le traitement différentiel, tout le traitement racial qui est réservé à ces populations et qui n'est absolument pas neuf,
puisque c'est véritablement un phénomène structurel qui s'inscrit dans une continuité historique. Si on prend le quartier où a été tué Adil, où a eu lieu le meurtre de Adil, eh bien, 23 ans auparavant, avait lieu également le meurtre d'un jeune maghrébin là, qui a donné lieu à des révoltes sur plusieurs jours et qui a contraint en fait les autorités publiques à une série d'actions et à l'initiation notamment des contrats de quartier. Et donc, on voit en fait que aborder cette question-là sous l'angle et le prisme de la bavure policière, comme on le fait souvent dans le champ médiatique, dans le débat public, c'est un point de vue qui est tout à fait erroné, puisqu'on est véritablement face à un système qui vise à soumettre, qui vise à humilier des groupes sociaux en particulier, parmi lesquels les jeunes noirs, les jeunes arabes. Et ça, il y a véritablement une similitude, je pense, de conditions et de traitement par rapport à ce que l'on peut voir, par exemple, dans les banlieues françaises qui connaissent exactement la même chose. Et ce ne sont pas en fait des contrôles d'identité, ce sont des rituels qui visent à humilier. Ce sont des vrais rituels d'humiliation qui réduisent en fait ces personnes-là à des corps qui sont mis à la disposition de la police, qui sont que l'on peut maltraiter, que l'on peut violenter et que l'on peut même tuer de façon impunie, puisque systématiquement ces crimes restent impunis. La police est à l'abri de toute poursuite, ou alors quand elle est inquiétée, c'est vraiment très symbolique. Alors, justement, avant de laisser la parole aux trois autres, pardon, sur la question des violences policières, je voudrais aussi qu'on parle quelques instants de l'application qui a été lancée par Amal Bentounsi et par plusieurs familles victimes des violences policières. C'est Urgence Violence Policière. Alors, pour rappel, pour nos auditeurs, c'est une application, on en a déjà parlé dans une émission avec Amel et avec Yamine Makri que j'invite à regarder après celle-ci. Donc, c'est une application qui est disponible sur Android et sur Apple. Elle est soutenue par de nombreuses figures comme Kerry James, Rokhaya Diallo, Imani, etc. Et elle permet en fait de filmer les policiers sans que ceux-ci puissent interférer parce que la vidéo est tout de suite envoyée à l'application. C'est-à-dire que si le policier vous arrête, il prend votre portable, la vidéo est quand même enregistrée. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir ce projet, parce que ça demande de l'argent, vous pouvez le faire via le lien qui doit s'afficher sur l'écran. Donc, pour cette application. Donc, j'aimerais vous demander, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette application? Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en Belgique? Est-ce que ça permettrait de changer certaines choses? Nordine? Oui, Sam, merci. Donc, on ne va pas faire un historique ou théoriser sur le fait que les Noirs, les Arabes ont plus de risques de se faire tuer par la police. Khadija l'a très bien fait. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que comme pour les morts qui seront dus au Covid, tout ça sera dans notre ressenti. Les Noirs, les Arabes des quartiers populaires, on n'a pas attendu que des chercheurs d'université ou qu'Amnesty International ou que la Ligue des droits de l'homme fassent des rapports pour, en fait, confirmer nos propres dires. On n'a pas besoin de rapports et d'Amnesty International pour nous dire que quand on est un Noir et un Arabe, on a des risques de se faire buter par la police. Ça, on le sait. Et ce sentiment, on doit aussi le garder pour ce qui se passe avec le Covid. Khadija disait il y a 23 ans, donc il y a déjà pas mal de temps, il y a 23 ans, je me retrouvais ici dans les rues à jeter des pavés sur les flics, au même endroit où Adil Lahmo s'est fait tuer. Donc aujourd'hui, on voit que la crise du Covid n'est pas responsable des violences policières. Attention de ne pas croire que c'est les mesures de confinement ou que c'est les mesures qu'on donne à la police durant le confinement qui fait que la police est très difficile et qui fait donc qu'il y a des bavures. C'est pas vrai. La police est raciste et violente de manière systémique depuis au moins 30 ans. Depuis au moins 30 ans, on sait que la police n'hésite pas à contrôler, frapper, humilier et tuer les Noirs et les Arabes des quartiers populaires. Cette semaine, à peine juste cette semaine, on a vu une vidéo répugnante d'un migrant
au sol, en train de pleurer, montrant son GSM qui avait été détruit parce qu'il a passé 25 minutes dans les mains de la police et qu'ils l'ont bazardé comme ça dans les rues de Bruxelles alors qu'il se rendait à un lieu d'hébergement. Encore une fois cette semaine, un jeune ici à Bruxelles qui sort devant chez lui à fumer une cigarette et qui se retrouve interpellé par la police. Et je pense qu'au moment où il dit à la police qu'il est sous bracelet, donc bracelet électronique, la police en fait un film et surajoute encore de la violence, appelle du renfort. Il y a 8 mois, donc avant le Covid, il y a Mardi, la Yahmo, qui courant dans la rue se fait percuter par une voiture de police. Et il y a ici très récemment Adil qui, en fuyant la police, se fait de nouveau percuter par la police, qui amène à sa mort. Donc, si je veux dire tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie encore du monde associatif, politique et tout ce qu'on veut qui prend conscience, tant mieux, qu'il y a un problème avec la police dans les quartiers populaires et que cette question, elle est fortement liée à la question du racisme. Et il y a nous qui, en fait, on n'analyse plus la situation. On arrête de compter le nombre de nos morts et on arrête de savoir si, quand on est un noir et un arabe, on a plus de risques de se faire buter par les flics. On le sait, on le dit à nos enfants, nos parents nous l'ont dit, attention à la police. Donc maintenant, ce qu'on demande, on ne demande pas, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est exactement ce que Amel Bentounsi fait en France depuis de longues années et qu'on essaye de mettre en place ici en Belgique. On va arrêter de se plaindre d'être plus victime de violences policières. On va réagir. On va réagir et une des meilleures manières de réagir aujourd'hui face aux violences policières, c'est notre arme, c'est celle-ci. Il y a ça, quand ils voient ça, ils deviennent fous. Alors on va sortir nos guns. On va sortir nos guns et on va les filmer. Et comme aujourd'hui, on ne doit plus réinventer le fil à couper le beurre, on va se servir, si c'est possible, de l'application violence policière. Si nos images en Belgique peuvent arriver sur un serveur français, on va s'en servir. On va faire de la réaction et plus de l'analyse de ce qui se passe dans nos quartiers. Aujourd'hui, j'appelle tous les jeunes, les parents, les sœurs, que quand nous sommes contrôlés ou témoins d'un contrôle, nous sortons tout simplement notre téléphone et nous disons à la police, j'ai le droit de vous filmer, monsieur, que je sois journaliste ou que je ne sois pas journaliste, j'ai le droit de vous filmer. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune raison de craindre que vous êtes filmé. Mais aujourd'hui, on le sait, que l'arme la plus importante qu'on a entre nos mains, c'est les images. C'est les seules manières où, quand on est victime de violences policières, on risque d'être entendu. D'accord. Alors, mon souhait serait de faire une campagne, parce qu'on le voit, la crise sanitaire due au Covid, elle est européenne, c'est tout l'Occident qui est confronté à cette crise sanitaire, mais aussi la question du racisme, de la négrophobie, de l'islamophobie dans nos États, mais en particulier dans les forces de police, est aussi similaire un peu partout, que ce soit en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc, mon souhait, ce serait qu'on mène une campagne européenne contre les contrôles aux faciès et les meurtres dont sont victimes principalement aujourd'hui les migrants, mais nous depuis une trentaine d'années. Oui, on va en parler dans la conclusion qui va arriver. Est-ce que Véronique ou Martin veulent ajouter un point là-dessus? Moi, je veux dire un point. Je voulais peut-être juste voir un peu. Je crois que c'est je rejoins tout ce qui a été dit par Khadija et Nordine. Absolument. Je voulais juste rajouter un point sur comment cette violence policière envers les Noirs, les Maghrébins, les migrants, les sans-papiers s'articule à la gestion raciale de cette crise. Parce que, bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, ces violences policières ont été justifiées en taxant ces groupes d'irresponsables d'un point de vue sanitaire.
Donc voilà, on a vu en fait déployer une chasse au comportement comme si c'était des agents pathogènes dans la ville, quoi. Donc c'est vraiment des traquages. Et donc d'ailleurs, par rapport à la question noire à nouveau, les premiers drones de surveillance, ils ont été testés sur le quartier Matongé, quartier culturel d'expression noire, donc quartier africain emblématique de Bruxelles. Mais voilà, par rapport vraiment à la gestion de cette crise, ce que je trouve très parlant, c'est le fait que juste avant cette courte période, en fait, où on est tombé dans une politique de santé publique assez autoritaire, le confinement absolu. C'était une courte période, puisqu'on est déjà en train de sortir de ça. Juste avant ça, on était, comme l'a dit Radija, Martin, Nordine aussi, on était dans quelque chose d'un peu flou. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, ne portez pas de masque, de toute façon, vous ne savez pas comment on fait. Et c'est à ce moment-là que les comportements irresponsables les plus dangereux ont été exécutés par toute une partie de la bourgeoisie blanche qui voulait jouer de son droit d'aller boire son verre en terrasse la veille du confinement. On savait que c'était à ce moment-là que c'était dangereux. Ces gens-là n'ont pas été inquiétés. Et donc, pendant une courte période où ça devient autoritaire d'un point de vue sanitaire, alors d'un coup, ça se rabat sur les jeunes de quartier qui payent le prix fort. Maintenant, on sort de ça. Et qu'est-ce qui va se passer là? Et moi, ça m'intéresse. Parce que si se trouve, les violences policières vont de nouveau, elles vont reprendre leur normal, leur normalité, peut-être avec un degré un peu différent, pas moins grave, mais différent. Par contre, on entend déjà qu'il va falloir faire appel aux sociétés de gardiennage, aux vigiles. Et c'est qui vigile ces emplois? Ce sont les fameux noirs dont on a eu tellement peur pendant cette courte période qu'on va prendre comme garant de la distanciation sociale devant tous les commerces pour que la bourgeoisie blanche puisse aller faire ses achats sans craindre, quoi. Donc on a les payés debout, voilà, dont parlait le romancier Gauss ivoirien. Donc de nouveau, la gestion pas poste parce qu'on n'est pas dans le poste, mais la gestion des confinements va de nouveau apporter son lot de métiers, d'emplois permettant une normalité dans le loisir de la population blanche. Et il faudra veiller à qui fait quoi par rapport à la reprise de la normalité. Martin, un petit mot sur ça? Très rapidement, je rejoins tout ce qui a été dit sur l'historicité des pratiques policières. On ne peut évidemment pas oublier que juste avant cette crise de Covid, on tirait sur des migrants aux frontières de l'Europe. On ne peut pas oublier que les policiers belges ont tué Maouda, que le nombre de morts migrants sans papier sur les routes belges a explosé ces 3-4 dernières années. Et donc tout ce contexte-là, évidemment, crée des pratiques de l'impunité et doit faire partie de cette lutte contre les violences policières. Ouais. Alors, par rapport à cette question, très rapidement, j'ose prendre le risque, en fait, que par rapport aux violences policières, je pense que la Belgique est pire que la France. Beaucoup me diront, mais ils délirent, Nordine, en France, il y a des morts. Non, j'ose prendre le risque que la Belgique est pire que la France, que ce soit en termes de contrôle ou aussi en termes de morts. Parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de morts qu'il n'y a pas de morts. Un jour, on apprendra que la liste des morts en Belgique est aussi longue, alors qu'on est un beaucoup plus petit pays que la France, est aussi longue que la France. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à répertorier les gens qui sont morts entre les mains de la police. Lorsque ce sinistre comptabilité sera faite, ça va étonner plus qu'une personne alors qu'on était très bien au courant. Je disais qu'on arrête de réagir dans la comptabilité et de se plaindre. On filme la police, mais aussi on a des revendications politiques. On peut demander à nos maires, à nos bourgmestres d'arrêter, d'interdire le contrôle d'identité. Et si ce n'est pas l'interdire, que les jeunes dans les quartiers reçoivent le récépissé, ce fameux récépissé dont je pense en France, vous êtes en avance sur ça, mais où le jeune, ça n'existe pas en France? Oui, je crois. Hein. Ça n'existe pas en France?
Non, non, pas encore. Non, ça n'existe pas, non. Ben, je prône, ici en Belgique également, je prône le récépissé pour qu'à un certain moment, le jeune pourra prouver qu'il s'est fait contrôler 4 fois dans la semaine ou qu'il s'est fait contrôler 2 fois le même jour. Et donc voilà, ça permettra aussi, sans les statistiques ethniques, d'objectiver le nombre de contrôles. Alors là, on a déjà dépassé l'heure maximum, donc on va finir par la conclusion avec chacun. Donc la conclusion sur le monde d'impact, comment vous pensez que le déconfinement va se passer en Belgique et qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous le jour d'après? Et on avait discuté c'est la semaine dernière sur l'émission sur les quartiers populaires, de la possibilité en France de faire un rassemblement national rassemblant les organisations antiracistes, les organisations décoloniales, les organisations, on pourrait même prendre de la gauche radicale, pour discuter ensemble de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Est-ce que ça serait intéressant selon vous d'élargir un peu ça avec la Belgique? Donc si vous pouvez chacun conclure sur tout ça, et de façon plutôt brève. Merci. On commence par toi, Nordine. Ben, moi, je suis un partisan d'élargir de toutes nos luttes d'un point de vue européen, ou en tout cas entre la Belgique, la France, les Pays-Bas, au minimum. Donc oui, après le Covid, faisons un grand nouveau Bandung. C'est ce qui nous manque, qu'on se prenne dans les mains, qu'on se revoie. Moi, plus qu'une grande manifestation nationale avec des gens dont je ne sais même pas s'ils pensent vraiment ce que je pense, c'est vraiment retrouver mes frères, mes sœurs de lutte et se revoir, construire et réfléchir ensemble pour décoloniser cet Occident qui nous tue, quoi. Véronique? Oui, moi je suis 100% pour aussi. Après, voilà, je ne vais pas répéter parce que je suis tout à fait d'accord. Donc, les 2 points seraient peut-être, nous, on est bruxellois, on a parlé fort Bruxelles, je crois que pour le reste de la Belgique, ça doit être différent. Voilà, premier point. Et deuxième, je voulais aussi peut-être dire, et ça c'est aussi pour l'après, on a parlé évidemment des problématiques lourdes, mais il y a aussi, et je pense que c'est pour les uns et les autres comme ça, tous les régimes d'attention dans nos communautés qui résistent très fort au modèle dominant de la santé universelle, un seul produit miracle et tout. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle me suivait, Maudine Taboué, enfin elle me suivait le suivi d'émission plutôt, et elle m'a beaucoup appris sur... voilà, je parle ici parce que je la cite, parce que en contact avec elle, voilà, elle amène à réfléchir à l'expérience des épidémies dans l'histoire sur le continent africain, dans nos communautés, les différentes manières de se soigner, les différentes manières de se protéger, voilà. Donc je crois il y a eu tellement de mépris de disqualification par rapport aux pratiques de soins en Occident, qu'il y a une méfiance qu'on n'a pas nécessairement dans nos communautés par rapport à la diversité par rapport aux soins. Et ça, c'est une force de nos communautés. Et ce serait de cultiver ça, de partager ça et de développer ça, parce qu'on est en conflit avec des impositions, et donc renforcer ça et le faire voilà, avec les différents groupes que nous sommes. D'accord. Martin? Ben oui, moi je rejoins aussi. Moi, j'aurais tendance à dire que l'après-Covid, c'est maintenant. Et donc, c'est continuer à travailler sur toutes ces plaintes qui sont en cours, préparer déjà l'écoute de tout le personnel soignant, particulièrement des personnes qui ont été exposées dans les homes, faire remonter les récits, les plaintes, déjà mettre en avant, parce que le 1er mai arrive, des stratégies de repli, comme le droit de retrait, par exemple, des éléments de jurisprudence dans la protection du droit au travail, des plaintes pour mise en danger d'autrui, négligence coupable, homicide involontaire, vol de salaire, violation des droits fondamentaux. Donc, je pense vraiment que tout le travail doit continuer à se densifier et qu'il ne faut pas négliger le degré d'humiliation en cours. Et pour finir, Khadija? Oui, moi, je rejoins un peu tout ce qui a déjà été dit. Donc, en étant très bref, je pense que la séquence qui va suivre va être particulièrement rude, et je l'ai déjà dit, en termes de combinaison
de la dimension autoritaire et du libéralisme, parce que le libéralisme aura besoin d'autorité encore plus qu'auparavant pour pouvoir se déployer et trouver une justification. Et donc, moi, je pense que dans cette séquence-ci, sans doute que la révolution, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on peut s'appuyer sur les interstices qui auront été créés par cette situation inédite et exceptionnelle du Covid pour trouver appui sur les luttes à pouvoir poursuivre et mener par la suite. Je pense notamment à la question à laquelle on a commencé, qui est celle des binationaux, où lorsqu'on militait pour l'abrogation de l'article 79 du Code consulaire il y a 2 ans, ça ne parlait à personne. Maintenant qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont impactées par ce code consulaire et qui sont retenues au Maroc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec, je me dis, avec ça, et de poursuivre et de prendre appui sur les luttes du passé pour investir ces interstices et poursuivre le combat d'une certaine façon. D'accord. Ouais, écoutez, on va s'arrêter là. Je voulais dire désolé aux auditeurs de ne pas avoir passé aux questions. C'est qu'on était 4, donc la discussion était plus longue et il fallait qu'on aborde certains points cruciaux, donc on n'a pas eu le temps. On est désolé, on essaiera pour la prochaine fois. Alors merci à tous les 4. Avant de nous quitter, je voulais rappeler aux gens de continuer à partager et à liker ce numéro, à s'abonner, à faire les dons soit pour l'émission PDH, mais aussi, on le rappelle, pour l'application de Amal Belkacem. Normalement, les liens doivent s'afficher à l'écran. La prochaine émission, alors à partir de la semaine prochaine, on va commencer à débattre sur la perm du jour d'après, pour entamer les réflexions sur ce sujet. Et donc, on va faire plusieurs numéros sur ce thème avec différents invités de haute volée qui ont fait d'importantes contributions sur ce thème-là. Et on va commencer ce mardi avec 2 grands économistes qui sont Cédric Durand et El Mouhoud. Donc, mardi, on sera le 28 avril à 18h. Et avant ça, il y aura un entretien lundi avec Franck Gaudichaud, docteur en sciences politiques, qui nous parlera du cas de l'Amérique latine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée. J'espère que ça vous a plu de participer à cette émission. Merci à vous encore. Merci Wissam. Pour l'invitation. Le Ramadan à tout le monde. Voilà, un très bon mois de Ramadan et prenez soin de vous. Au revoir. Ouais, ciao. Merci, au revoir. Ciao.